Bienvenue à tous sur Au Morning, votre émission, votre actu du jeudi numérique. N'hésitez pas à partager, à liker un maximum, à venir commenter, que ce soit directement sur le live ou directement dans les commentaires de la vidéo, histoire d'avoir vos retours, d'avoir vos impressions. Et comme on vous l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, l'objectif étant de améliorer à chaque fois le contenu, créer au fur et à mesure une émission qui vous parle, quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose que vous aurez vraiment plaisir à découvrir chaque semaine. On va commencer avec ce petit article qui m'a été transmis du coup par Dadou et qui va tout simplement nous parler un peu des consoles pour l'année 2021 et notamment la domination donc de Sony sur le marché de la console. Alors, on va pas forcément faire 30 000 ans dessus. Simplement donc pour la période de 2021, Sony, la vente de consoles a déjà été donc un record en termes de chiffres, en termes d'éléments. Et notamment c'est PlayStation qui encore gagne une fois de plus, alors de très peu de ce que j'ai compris. Enfin de très peu non, pardon, je vous dis n'importe quoi. Voici le graphique donc de 2021. On aurait Sony à 46% des ventes, malgré une PlayStation très très difficile à obtenir. Hein. Malgré ça, on est à 46% des ventes. Donc ils ont fait une très très bonne vente. Par contre, je tiens à dire un truc quand même sur ce graphe. Hein. Ça ne représente effectivement que le marché de la console. Ça veut dire que là, les 25% que vous voyez de Microsoft, ce n'est que la série Xbox. Donc la seule chose qui est un petit peu dommage, c'est qu'on n'est pas à comparaison, on n'est pas de chiffres avec les PC. Parce que c'est quelque chose, j'aurais bien voulu le voir accompagné dans le graphe. Parce que, d'accord, 2021, c'est Sony qui a envoyé le plus de consoles au niveau des ventes. Mais en termes de aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont Sony en PlayStation, ils ont un produit Microsoft de leur côté. Peut-être pas une Xbox, mais ils ont au moins un PC. Pour beaucoup d'entre eux. Donc c'est dommage que ce soit pas totalement représentatif vraiment du marché du jeu vidéo en lui-même. Mais voilà, déjà pour ce qui concerne de PlayStation, un bon petit record donc pour l'année 2021. C'est pas moins de 60 milliards de dollars qui ont été brassés à travers le monde en 2021, un record historique. Tu m'étonnes. Imagine 60 milliards. Sur 60 milliards, t'as 46% c'est PlayStation. T'as presque 30 milliards rien que PlayStation en termes de vente. On parle pas des jeux, hein, on parle pas des extensions, on parle pas des choses comme ça. Alors, petit article suivant, du coup, on va parler en vitesse du Festival des Jeux. Le Festival des Jeux, pour ceux qui nous connaissent, qui nous suivent un peu sur Discord et autres, se passe à Cannes chaque année, le plus grand salon du jeu. Alors quand on parle du jeu, on parle pas du jeu vidéo spécialement, on parle vraiment de jeux en tout genre et principalement de jeux de société. Et donc on a eu le week-end dernier donc cette édition Festival du jeu qui fut du coup la 35e édition. Je vais agrandir un petit peu la page. Qui est du coup la 35e édition avec un énorme succès et qui a renoué apparemment avec 80 000 entrées au compteur. Il faut savoir que ces 80 000 aux entrées au compteur, ce n'est pas les chiffres habituels du Festival des Jeux. Déjà pour plusieurs raisons, certains stands ne sont pas venus, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas si c'était vraiment l'année pour redémarrer ou non, donc il y a eu des hésitations, un peu moins de stands que d'habitude. Mais la très très grosse différence, c'est que on est encore toujours en passe vaccinale. Et donc, par rapport à ce que le palais du festival est capable d'accueillir, ils ont malheureusement plafonné un peu les entrées cette année. Et la très très grosse critique qui a été donnée lors de ce festival, c'est tout simplement à l'exemple de jeudi, où on a des personnes de l'équipe tout simplement qui n'ont pas pu, dès 11h30, ne pouvaient plus rentrer dans le palais du festival. C'était complètement bloqué. Avec des fils interminables donc sur cette belle croisette qu'on a à Cannes. Et malheureusement, plusieurs à partir de 11h30 ont eu beaucoup de mal à rentrer. Et à 14h, le festival de jeux a carrément fait une annonce en disant que les entrées étaient tout simplement finies, que c'était bloqué, qu'ils ne pouvaient plus faire rentrer de monde dans les stands parce qu'il n'y avait plus personne qui sortait, il y avait plus suffisamment de place.
Donc ça a été un bon festival, on a partagé quelques photos, on a partagé quelques éléments, mais par contre rien de... Cette année, voilà, j'ai pas trouvé... C'est un bon événement en famille, mais j'ai pas trouvé mon compte, je n'y ai malheureusement pas trouvé notre intérêt. On avait les copains du Hive dont on a rediffusé les matchs sur le Discord et sur le Twitch. Mais sinon, voilà. Cette année, j'ai pas trouvé de choses très très innovantes. Beaucoup d'éléments fabriqués avec les imprimantes 3D. Si je devais faire une remarque, c'est que pendant ce festival, donc pour ceux qui connaissent, comme je vous disais, c'est un festival qui est principalement sur le jeu et sur le jeu de société. Beaucoup de personnes viennent présenter d'ailleurs leurs prototypes de jeux de société avant de les mettre sur les marchés pour avoir un retour, pour avoir des tests, parce que c'est là où c'est le plus avantageux. Et cette année, ce que j'ai pu quand même constater, c'est que énormément de stands nouveaux, de franchises nouvelles qui sont arrivées, sont venus avec des modèles qui étaient imprimés en 3D et comme pièces qui étaient des croquis, hein, des modèles de ce qui allait être par la suite dans leur jeu et autres. Et je trouve ça vraiment intéressant et agréable de voir que l'imprimante 3D s'étend de plus en plus sur le marché et qu'elle serve à ce genre d'événement. Ça permet vraiment de fabriquer des pièces à moindre coût. J'ai pas d'illustration malheureusement à vous montrer, mais c'est en tout cas nous ce qu'on a pu voir cette année sur le salon. Donc on a Gotham du coup qui est repoussé à 2023. On a Reload qui pleure du coup, avec Suicide Squad repoussé à 2023 pardon, et Gotham au 25 octobre. Donc Reload voulait que je vous parle absolument donc de ce jeu qui sort prochainement là sur Switch, donc qui est F0X. Alors quand je dis qui sort, c'est sort en rétro sur la partie Nintendo 64. Donc simplement à partir du 11, donc ce sera à partir de demain. Du coup, ce jeu sera disponible directement donc sur la Switch, sur la partie donc émulateur 64. Par contre, petite précision, hein, pour ceux qui n'ont pas fait les pigeons comme moi, il vous faudra le pass classique Nintendo Switch Online, mais il va falloir aussi le pack extension en plus. Donc c'est une offre supplémentaire, c'est-à-dire que vous prenez votre abonnement à 25 € et ensuite vous prenez votre abonnement à 30 € en plus par mois. Je crois que quelque chose comme ça. Putain, Nintendo, ils aiment pas mettre en avant leur prix. Hein. On dirait presque qu'ils en ont honte. À chaque fois, si tu mets 10 ans à trouver leurs tarifs, ils te disent tous les produits, tous les trucs géniaux que tu peux avoir. Mais ton abonnement, combien tu vas le payer? Alors ça, tu le sais qu'il est tout à la fin. Alors, voilà. Donc pour les pigeons, pour savoir ce que ça vaut, pour jouer aux émulateurs, hein, du coup, émulateur Mega Drive, émulateur 64, plus vous avez les circuits Mario Kart 8 qui sont fournis. Donc c'est le pack, c'est-à-dire qu'il vous faut quand même le jeu de base. Et pareil, où je me suis fait avoir au tout début, c'est que je pensais que j'avais Animal Crossing gratuit. Et ben non, vous avez l'extension gratuit, mais pas le jeu. Hein. Donc vous devez quand même le prendre. Hein. Et il est toujours au prix fort, hein, le bordel. Donc déjà le pass habituel, bien que ce soit le moins cher de tous, mais c'est pas celui qui offre le plus quand on parle de Xbox, quand on parle de PlayStation, quand on parle même des passes d'EA Game, et je crois qu'il y a Uplay hein, qui s'est mis à faire un pass aussi. Donc quand on parle de tous leurs passes gaming et compagnie, effectivement celui de Nintendo est le moins cher à 19,99€. Mais pour 19,99€, vous n'avez que 3 choses hein, réellement. Vous avez les émulateurs Super NES et NES, avec sa bibliothèque de jeux, c'est bien, mais bon, c'est des jeux qui sont un peu tombés dans la abandonnoir aujourd'hui, qu'il est parfaitement possible de récupérer en ROM ou en émulateur. Or, pour moi, un jeu qui a plus de 21 ans, au bout d'un moment, lâche l'affaire. Arrête de le commercialiser, arrête de le vendre. C'est vraiment tirer plus qu'à la corde le bordel, quoi. En tout cas, en France, on a la loi de l'abandonware, ce qui fait que même un jeu qui a été produit il y a 21 ans tombe dans le domaine public. Et je vous le montrerai un petit peu avant, mais on a en France un site communautaire qui référence du coup tous ces jeux et sur lesquels vous pouvez accéder librement dessus. La seule chose, oui, la console Nintendo 64, la console Super NES n'a pas encore fait 21 ans, on va dire jusqu'à sa dernière utilisation, mais on peut continuer on peut
aujourd'hui légalement en France, on est en droit d'utiliser des émulateurs et d'utiliser des ROM pour ces consoles-là. Je comprends. Après, pour Mega Drive et Nintendo 64, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore assez vieux. Mais voilà. Et pour revenir à ces tarifs de 39€, oui, vous payez 39€ par année. Mais c'est 39€ pour une personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les autres personnes qui sont avec vous sur la Switch, c'est un autre forfait. Hein. Donc, jusqu'à 8 comptes. Le pack famille est quand même très généreux chez Nintendo. 69€. Et effectivement, vous avez l'émulateur 64, vous avez le Mega Drive, et vous avez les DLC donc de Mario 8 et d'Animal Crossing. Mais voilà, ils ont vraiment pris ce chemin d'abonnement. Je trouve dommage. Je trouve dommage, je pense sincèrement qu'ils auraient pu l'inclure dans le online. Mais comme on disait, hein, c'est vraiment essayer de tirer le jus de toute son essence jusqu'au bout. Et ça fait partie des pratiques dont j'ai un peu de mal avec ces sociétés. Je vais pas dire que Nintendo, parce que c'est pas les seuls à faire cette pratique. C'est vraiment une pratique très Asie, je trouve. Très Sony, Nintendo, Square Enix, Namco, Bandai. Ils ont de toute façon toujours été très virulents sur ça. Il faut savoir une chose très simple, mais pas qu'en France, hein, c'est valable aux États-Unis également. C'est dès le moment où vous possédez une œuvre, que vous possédez cette œuvre, on vous y autorise à avoir une copie numérique. C'est-à-dire, dès le moment où vous êtes propriétaire, même d'un, on va pas employer forcément que le jeu vidéo en exemple, mais on va prendre la musique, par exemple. Vous avez un vinyle, vous avez un CD, vous avez une cassette. Des éléments qui sont vieillissants, qui naturellement avec les années peuvent se dégrader, peuvent s'abîmer. Et ben vous avez parfaitement le droit de le numériser, de le stocker dans votre ordinateur, tant que vous êtes propriétaire donc du CD ou de la musique. Et c'est exactement pareil pour le jeu vidéo. Déjà pour le jeu vidéo de manière générale, vous avez une boîte de jeux. Alors qu'est-ce que j'ai d'un peu ancien ou quoi que ce soit? Ouais, j'ai pas mes jeux. Voilà. Allez, je vais en faire rager un là sur le live. Surtout que je lui dois le jeu. Ouais, c'est ça. Vous prenez un jeu comme celui-ci. Ah. Voilà. Sonic Adventure Battle 2. Reload, ça tu vois ça avec Red. Hein. Je le rappelle, c'est entre vous deux. Ce jeu-là, dont vous êtes propriétaire, vous avez parfaitement le droit d'installer un émulateur sur votre PC et vous avez parfaitement le droit d'y jouer. C'est la réglementation en Europe et c'est la réglementation aux États-Unis aussi. Dès le moment où vous êtes propriétaire de la boîte du jeu et du jeu en lui-même, vous avez le droit d'y jouer. Donc ça, c'est la première loi. C'est la première règle. Donc tous les jeux dont vous êtes propriétaire, vous avez le droit d'avoir l'émulateur, vous avez le droit d'avoir la ROM stockée sur votre PC et on n'a pas le droit de vous reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est la loi européenne, c'est la loi américaine. Les deux sont valables. Ensuite, effectivement, il y a une petite différence avec nous en France par rapport à d'autres pays. C'est qu'on pratique également ce qu'on appelle l'abonnement noir. Donc on a un site français. Très belle communauté que je suis depuis des années, ça fait des années qu'ils sont en ligne, qui ont pour simple mission, à chaque fois qu'un jeu tombe dans la bonne noire, donc ils ont des listes, ils créent des articles, ils ont tout ce qu'il faut. À chaque fois qu'un jeu tombe dans le domaine de la bonne noire, ils font appel à la communauté pour tenter de récupérer des ROM ou des installeurs en les épurant le mieux possible. Et cette compagnie, en plus, cette communauté, va même jusqu'à créer des patchs pour rendre ces vieux jeux compatibles avec nos installations et nos équipements d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est pareil, ça fait partie des projets que je soutiens de ouf. Et derrière, il y a un petit acteur que l'on voit ici, qui les soutient énormément. GOG. Donc GOG.com, pour rappel, c'est CD Projekt, c'est The Witcher, c'est Cyberpunk, mais c'est aussi la plateforme sur laquelle vous pouvez acheter vos jeux de manière totalement non DRM. Qu'est-ce que non DRM? Ce sont des jeux que vous pouvez acheter qui nécessitent aucune connexion internet et aucun CD.
Vous l'installez dans votre PC, vous y jouez immédiatement. Ce jeu, vous le stockez, vous le gardez pour vous dans 10, 15, 20 ans, vous le réinstallez, même si Steam est fermé, même si Epic Games est fermé, que toutes ces plateformes sont fermées, vous pouvez le réinstaller sur votre PC, vous pouvez y jouer à nouveau. Ce sont ce qu'on appelle des versions no DRM ou no patch CD pour les anciens. Et Abandonware donc propose eux, comme je vous disais, ces jeux un peu anciens, du coup qui sont remis au goût du jour. Donc là par exemple on a des choses qui concernent le musée du Louvre en France. Qu'est-ce qu'on a? On a vraiment des vieux jeux. Vous pouvez retrouver des Adibou, vous pouvez retrouver des choses que vous aviez sur Atari, des jeux auxquels vous jouez sur MS-DOS. Donc non, la loi en France là-dessus, elle est très claire. Dès qu'un jeu a plus de 21 ans, dès qu'un contenu, une création a plus de 21 ans, en France, elle tombe dans le domaine de l'abandonnoir, donc elle peut être rediffusée. Je pense qu'il y a des exceptions à certains arts, peut-être le domaine de la musique, le domaine du cinéma ou de la littérature. En revanche, pour ce qui concerne la technologie, le jeu vidéo, l'électronique et les brevets, on parle de 21 ans en France. Et c'est comme ça. Donc Nintendo peut venir vous taper du sucre sur le dos. En France, la loi, elle est comme ça. Je vous avoue, je suis un peu énervé sur le sujet parce que j'ai tellement entendu de choses moi autour de ça et ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais non, vous avez parfaitement le droit d'avoir des émulateurs et pour jouer soit aux jeux auxquels que vous avez acquis, que vous avez acheté légalement. Sinon, si le jeu a plus de 21 ans, c'est pareil. Vous avez le droit de jouer avec sur émulateur. La loi française est comme ça. Sachez qu'on a le droit, on n'a rien le droit de vous dire par rapport à ça. Par contre, il y a quand même une chose à prendre en compte. Demain, vous faites de l'émulateur sur YouTube. Demain, vous faites de l'émulateur sur Twitch. Les plateformes sont américaines. Vous risquez le ban. Voilà. Si on traîne un peu trop, c'est Sinoc qui va avoir du boulot avec le montage. On va passer au sujet suivant. On va parler d'une petite panne gênante du côté de chez Spotify. Donc là, c'est il y a 2 jours. Spotify a une très grosse panne, mettant des millions d'utilisateurs, donc des centaines de milliers de signalements. C'est même des centaines de millions d'utilisateurs en panne. Et au même moment lors de cet incident, on a eu droit également à une belle panne de la part de chez Discord. Donc les deux services sont très liés, ils sont très liés dans le monde de la tech, bien qu'ils fassent deux choses complètement différentes. La première, c'est que pour Spotify, on en parlait, c'est une plateforme de musique, et Discord, pour ceux qui ne connaissent pas encore ou qui vivent dans une grotte, c'est une plateforme de discussion à l'équivalent d'un Teams ou pour ceux qui utilisent dans le monde professionnel, ou d'un TeamSpeak pour les anciens, où vous pouvez discuter avec vos amis et vos potes. Et apparemment, ces deux services se sont retrouvés en panne en même temps. Et pour l'instant, les deux marques n'ont pas encore communiqué ni sur les raisons, ni sur le pourquoi du comment. Donc on a juste quelques suppositions sur des sous-services qui appartiennent à Spotify et à Discord qui seraient communs, qui sont tombés en panne. On sait pour le biais de Discord que eux l'ont résolu à partir de patchs. Donc ils ont effectué plusieurs mises à jour pour rétablir leur service. Ils ont même invité des utilisateurs à supprimer complètement Discord et à le réinstaller sur leur PC. Donc si vous avez encore des bugs avec, n'hésitez pas à le faire. C'est la recommandation de Discord là-dessus. Par contre, on n'a aucune explication du pourquoi et du comment. Et le seul message qu'ils nous ont sorti au moment où c'est tombé en panne, c'est juste d'aller sortir. Voilà, qu'ils ne savaient pas en combien de temps ceci allait être résolu. Donc on parle plus ou moins d'une panne qui a duré 3-4 heures vraiment pour les services les plus importants de Discord. Et on va dire il y a encore même certains messages privés ou des pièces jointes qui sont revenus que 12 heures, 16, 20 heures auparavant. Spotify, eux, ça a été plus un autre problème, c'était un problème de connexion. Il y a des utilisateurs qui sont restés connectés, qui n'ont pas du tout eu de bug, qui ont pu continuer à se servir de leur service en mode hors ligne. Par contre, tous ceux qui l'utilisaient en live ou qui n'ont pas mémorisé de musique ou autre, eux, ils se sont retrouvés avec un blackout complet de l'application et n'ont absolument pas pu l'utiliser. Alors,
trois actus en un, j'ai envie de dire. On va parler d'actualité un petit peu dans le monde, un petit peu de ce qui se passe au niveau tech et technologie, parce que Ozing parle de jeux vidéo, mais on se rapproche de plus en plus de la tech, de la science et de la recherche. Et autant dire que, en termes de sujet, moi c'est clairement ce qui me botte le plus, donc je vous partage un petit peu tout ça. Déjà, on va commencer avec une première petite info, c'est Facebook interdit en Russie. Comme vous le savez, en ce moment, il se passe ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans les débats ou dans les avis vis-à-vis de ce qui se passe sur le territoire, mais plutôt de ce qui se passe un peu autour. Il y en a la dernière fois, par exemple, qui voulait que je parle un petit peu du missile Satan qui est proposé par la Russie en termes de vitrine pour son nucléaire. Mais voilà, je ne veux pas non plus me transformer en reporter de guerre. Donc on va parler plutôt de choses que je connais mieux. Satan, ça m'intéresse, mais je me sens pas de parler d'un sujet comme ça. En revanche, les interdictions et les blocages internet qu'il y a en Russie, là, un peu plus. Surtout que j'ai même aussi quelques petites infos, que ce soit par le biais de Kaspersky, que certains connaissent comme antivirus, et qu'il y a 2-3 petites choses à éclaircir sur ce qui est accessible sur internet ou non en Russie. Déjà, à savoir que Facebook est interdit et bloqué tout simplement en Russie. Alors qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit vraiment de la plateforme Facebook, pas de la société Facebook. Ça veut dire que derrière, Facebook est devenu inaccessible sur le territoire, mais tout ce qui est WhatsApp, par exemple, continue à fonctionner. Je crois que les messengers sont bloqués également, aussi. Et derrière, pourquoi Facebook a été bloqué? Alors, c'est une demande qui est très très particulière. Elle n'a pas été faite en fait pour créer des sanctions directes en fait à la Russie ou autres comme beaucoup de choses sont arrivées en ce moment. C'est-à-dire que pour l'instant, beaucoup de sociétés se sont retirées de la Russie. Microsoft s'est retiré de la Russie. Des sociétés constructeurs de voitures se sont retirées. Des laboratoires, des centres de recherche. Beaucoup de sociétés se retirent de la Russie. Facebook, la seule raison pour laquelle il se retire de la plateforme, c'est à cause en fait de propagande. C'est que la Russie est accusée tout simplement de propagande avec tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, et donc de volontairement faire envoyer de la fausse information en Europe et aux États-Unis sur ce qui se passe en Ukraine. Et donc, pour éviter les problèmes, les États-Unis et l'Europe ont fait tout simplement la demande à Facebook de bloquer la plateforme du côté de la Russie pour limiter la propagation justement de tous ces fake news, de tous ces messages à propagande qui sont faits par le Kremlin et qui sont distribués donc par la Russie. On a d'autres médias qui ont été interdits. On a Sputnik par exemple et RT qui ont été interdits sur le territoire français aussi parce qu'ils étaient accusés de faire de la propagande pour la Russie. Voilà. Moi, je suis pas là pour vous dire qu'ils ont ou pas fait de propagande, mais simplement que ils l'ont bloqué. Et que ce blocage est arrivé avec deux autres choses dans la foulée. La première, c'est qu'il y a un organisme, donc c'est Congène et Luman, donc qui sont des colonnes, donc ce sont vraiment des c'est des sujets qui sont très compliqués donc à vulgariser. Il faut vraiment que j'arrive à vulgariser ça. Internet est une immense autoroute, et ça c'est la A1 et la A8. C'est les deux autoroutes principales en fait qui passent et qui vont distribuer de l'information entre les différents opérateurs. Mais ce n'est pas le seul chemin d'accès, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que derrière en fait, là où la société se félicite, c'est qu'ils font partie de ces sociétés qui ont bloqué leur accès à la Russie, donc qui ont privé une partie de l'internet russe. Sauf que cette information est pas totalement vraie, parce que en réalité, ce qu'ils ont bloqué, ce sont surtout les services qui transitent entre la Russie et les États-Unis, directement. En revanche, rien n'empêche de pouvoir passer par autre chose. Et c'est là où je viens avec justement cette deuxième actu, qui est celui de l'ICANN.
qui est, elle, un organisme extrêmement important. Elle est au-dessus de l'autre. Pourquoi elle est au-dessus? Parce que c'est eux qui contiennent en fait la clé d'Internet, qui contiennent en fait le chiffrement qui permet toute l'harmonisation d'Internet. Donc déjà, ils sont plusieurs, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule entité, c'est vraiment un regroupement. Et eux, par contre, à l'inverse, on leur a demandé aussi de fermer les vannes, hein, comme à cet autre artère. On leur a demandé de fermer les vannes, mais eux ont été absolument contre, non pas qu'ils soient pour ou contre ce qui se passe en Russie et en Ukraine, mais simplement parce qu'ils veulent garder en fait une image de neutralité absolue vis-à-vis de l'internet. Et ça, j'ai envie de saluer quand même leur acte par rapport à ça, parce que du coup ils prennent tête face à plusieurs sociétés, et surtout la plus grande crainte qu'il y a à avoir, c'est que si demain on demande à couper internet et que ça se produit, ce sera une première, et cette première, eux peuvent la déclencher. Donc la première fois où on demandera à cet organisme de couper les ponts ou de couper internet à un pays ou quelque chose, là, internet aura perdu toute sa liberté. La once de liberté qu'on peut encore avoir sur internet sera définitivement perdue, et ce ne sera plus qu'une illusion. Tant que ce n'est pas arrivé, pour l'instant on est bon. Mais c'est pas la seule raison. L'autre raison aussi, pour la raison qu'ils avaient extrêmement peur, c'est que comme il y a plusieurs services, également qui existent entre la Russie, les pays du monde entier, des serveurs et autres, ils ont surtout voulu éviter un blackout. Parce que ce qui est très dangereux, et ça refait partie de, une fois de plus, nos politiciens, hein, de la manière dont ils voient notre monde, où ils voient Internet. Pour eux, Internet, ils imaginent, c'est décentralisé, hein, je rappelle, Internet. Il n'y a pas un lieu fixe sur Internet, il n'y a pas un lieu unique qui sauvegarde tout. Et nos dirigeants ont tendance un peu à l'oublier ça. Parce que eux, de leur côté, ils ont vraiment cette illusion que Internet c'est quelque chose que tu vas prendre, que tu vas faire couper on-off. Alors que de l'autre côté, non, ce sont des interconnexions qui sont faites à travers le monde, et qui sont garanties par différents échangeurs, différentes épingles. Et là-dessus, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a des routes qui sont faites. Ça veut dire que vous, quand vous allez à une destination, vous allez, j'ai une bêtise, vous faites Nice-Paris. Bon bah Nice-Paris, vous pouvez passer par Lyon ou vous pouvez passer par Marseille, tu vois. Donc soit la route Napoléon, soit tu prends l'autoroute. Et les deux chemins sont valables. La chose qu'ils ont peur, en fait, avec le fait de devoir couper définitivement la Russie ou de l'isoler, déjà c'est la première, c'est que des pays puissent le réclamer à nouveau sur d'autres pays pour d'autres raisons, parce que c'est là où on est quand même sur un engagement mondial, hein. C'est Internet aujourd'hui, c'est la seule chose, on va être clair d'ailleurs, Internet est la seule chose à être mondiale, à avoir une harmonisation mondiale. C'est la seule norme mondiale. Et derrière est venu se greffer plein de choses. La téléphonie, la vidéo, les réseaux sociaux, le jeu, le gaming, le numérique, les formats vidéo, photos, etc. Que derrière, des gouvernements puissent en abuser sur d'autres pays pour mettre la pression, parce que une fois qu'on l'a fait, c'est facile de la refaire, hein. La première fois, c'est toujours compliqué, mais à reproduire, ce sera extrêmement facile. Et le plus gros danger par rapport à ça aussi, c'est en coupant des services du jour au lendemain comme ça, comment va se comporter Internet? C'est-à-dire que tu fais disparaître la Russie d'Internet sans même parler à proprement de contenu russe. C'est un lieu d'embranchement. Il y a des éléments, il y a des infos et il y a des API qui viennent de différents pays qui sont transités par la Russie. Donc vous me direz avec le temps, ce sera retransité par ailleurs. On trouvera des solutions, bien sûr. Mais si tu décides du jour au lendemain de faire un cut comme ça au milieu, sans venir vérifier ce qui tourne derrière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on risque pas un crash au niveau du système bancaire? Non mais très sérieusement, est-ce qu'on risque pas un crash au niveau du système bancaire qui se sert du réseau internet pour pouvoir communiquer avec les restes des pays du monde? Alors on est d'accord, le système SWIFT a été retiré donc du côté de la Russie, mais c'est pas parce que ça a été retiré en Russie que
C'est pas parce que ça a été retiré en Russie que le système ne fonctionne pas et n'échange pas avec d'autres pays. Et ça ne veut pas dire non plus que les signaux concernant Swift ne transitent toujours pas par la Russie pour accéder, j'ai une bêtise, à la Corée du Sud, en Inde, au Japon. Le chemin peut passer par là. Et donc, ce serait très dangereux d'arriver comme ça et de dire tout bêtement, bah j'arrive, je donne un coup de ciseau et je découpe complètement toutes les entrées qui concernent la Russie. Voilà. C'est le meilleur moyen de créer un blackout complet de l'internet. Qui redémarrera, qui se relancera. Mais le temps où il y a un blackout, tous les services de secours peuvent s'arrêter, tous les services d'urgence peuvent s'arrêter, toutes les informations et communications urgentes, décentralisées, s'arrêtent aussi. Et même les centralisées, hein. Il y a certaines infos centralisées qui vont être coupées aussi, hein, faut pas croire. Donc, je suis très content qu'ils ne l'aient pas fait. Voilà, et qu'ils aient refusé cette décision. Mais derrière, malheureusement, un autre recours a été fait du coup contre l'organisme et l'Europe et les États-Unis insistent sur le fait de vouloir couper définitivement la connexion Internet en Russie. À suivre, on verra bien ce que ça donne. On va parler de NFT. Alors ça, c'est un petit fun fact, hein, tout simplement. La ville de New York. Donc pour ceux qui connaissent New York, hein, la grosse pomme. La ville de New York avait déjà fait il y a quelque temps une... c'est Miami. Non, c'est New York. New York s'était déjà intéressé il y a quelque temps de ça à la blockchain et à la crypto-monnaie. Et du coup, avait quasiment envisagé de créer une monnaie propre à la ville de New York. Et là, cette fois-ci, c'est une autre info qui est en train de sortir. C'est celui du NFT, tout simplement. New York qui se met au NFT. Pourquoi ? Parce que d'après eux, en fait, voilà, la crypto en chute libre. Alors, crypto en chute libre, il est vrai que la crypto a pris quand même un sacré coup avec ce qui se passe en Ukraine, avec ce qui se passe en Russie. Il y a la Chine qui a interdit le minage également, pour des raisons de ressources et d'énergie. Il y a d'autres pays qui envisagent de le faire également, dont l'Union Européenne, puisque le projet de vote le concernant d'ailleurs a même été repoussé, mais c'est toujours dans les cordes, donc ils veulent interdire le minage en Union Européenne. Donc effectivement, la crypto-monnaie a eu quelques faiblesses et est venue descendre un tout petit peu. Ça reste malgré tout quelque chose d'intéressant pour le trading, bien que ça comporte d'énormes risques, hein, je le rappelle, hein, le trading sur... Le trading est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Des gens peuvent en devenir accros. Faire très très attention avec le trading parce qu'effectivement des gens s'emballent. Mais ça reste encore valable dans la crypto-monnaie et c'est même encore très fortement utilisé et très fortement encouragé. Et de l'autre côté, donc on a le NFT, hein, qui par le biais de Sandbox, qui par le biais de Decentraland, même comme on disait, on a Twitch qui s'est mis à faire du NFT, on a OnlyFans qui s'est mis à NFT, tout le monde s'y met. Et là maintenant c'est au tour de la ville de New York donc de se mettre au NFT et d'en produire. Donc la ville de New York est tout simplement à la recherche d'artistes. Derrière pour produire du NFT et vendre donc dans les métavers ou sur internet leurs différents NFT liés à la blockchain. Donc c'est un petit fun fact du moment pour dire voilà que c'est un indicateur et que ça continue toujours à évoluer. On va parler de quelque chose, c'est les impôts. Donc je vous rappelle que la déclaration des impôts c'est dans pas très très longtemps et que pour tous ceux qui font de la crypto, nous avons une petite nouveauté et nous aurons une amélioration normalement l'année prochaine pour 2023 qui a été annoncée. Mais n'oubliez pas que vous êtes imposable sur vos cryptos. On parle pas du minage concrètement. Donc ceux qui produisent de la crypto-monnaie, c'est pas de eux qu'on est en train de parler. Là, on est en train de parler de gens qui ont injecté de l'argent dans la crypto-monnaie et qui ensuite le ressortent de leur compte. Si vous produisez votre monnaie, que vous produisez votre argent dans la crypto et qu'à aucun moment vous l'avez fait passer en euros, le fisc ne peut pas savoir à quoi correspond votre crypto. Ils ne sont pas là pour examiner la valeur de votre crypto-monnaie. Eux, ils sont là uniquement pour examiner votre investissement et votre retour. Donc, là-dessus, pour ceux qui font du minage, je vous avoue ne pas très bien savoir encore comment ça se passe. Je fais des recherches là-dessus. Par contre, pour ceux qui ont clairement utilisé une carte bancaire française pour injecter de l'argent
dans un portefeuille, dans un trading ou quelque chose donc pour le Bitcoin, sachez que ils vont vous demander de remplir cette partie-là. Si vous ne le faites pas, on va dire jusqu'à hauteur de 3 000 €, c'est pas trop grave. En revanche, si vous avez des fonds nettement plus importants ou des gains nettement plus importants que 3 000 €, commencez à vous mettre aux normes. Parce que derrière, la loi vous prévoit quand même un rattrapage sur 10 ans. C'est-à-dire que derrière, vous ratez une déclaration. Le fisc, c'est pendant 10 ans qu'ils peuvent vous retomber sur la gueule pour ça. Vous demandez à payer les arriérés, mais en plus de payer les arriérés, bah, vous allez payer également l'amende qui va avec, à hauteur de ce que vous avez omis de déclarer. Donc faites très très attention si vous avez du Bitcoin. C'était juste le petit fun fact parce que je suis tombé là-dessus du coup sur le journal du geek, un journal que je suis énormément, voilà, au fun, aux toilettes, voilà. Simplification des démarches dès 2023. Donc effectivement, le fisc français a l'intention pour l'année prochaine de changer en fait son programme par rapport à ça et de changer en fait les taux d'imposition et de gains qui sont effectués en fait dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils voyaient un petit peu ça en mode bon bah en crypto-monnaie on fait que de la plus-value donc on prend en compte que la plus-value. Sauf que bah maintenant ils sont en train gentiment de l'adapter un petit peu plus en se disant ouais mais en fin de compte ça ressemble à du trading donc il faudrait les taxer un peu plus comme des traders. Et donc sur 2023 c'est exactement ce qui va se passer avec cette nouvel article de loi du coup, donc article 79 de la loi des finances pour 2022 et donc elle sera appliquée pour l'année 2023 pour vos déclarations pour l'année 2023. Mais si vous voulez pas faire de bêtises, c'est cette année qu'il faut commencer à faire vos déclarations. Là, je vous montre un petit site à moi. Watchio, donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette plateforme? Alors déjà, il faut savoir, Cocorico, c'est une société française, donc très bien. Et pourquoi je vous parle de ça avec le Bitcoin? Ben parce qu'elle est là pour vous aider pour vos déclarations. Mais grosso modo, par rapport à vos déclarations, comme tu disais, ou je sais plus qui c'est qui disait, on n'a pas tous un comptable sous la main. C'est Hydra. Donc effectivement, Hydra, on n'a pas tous un comptable sous la main, mais on a tous Internet et on sait tous se servir d'Internet aujourd'hui. Et là-dessus, c'est aussi simple que ça. On a cette société donc qui s'appelle Walt.io, qui est une société française donc spécialisée dans la crypto-monnaie et dans le fiscal, puisqu'ils sont équipés de développeurs, d'avocats fiscalistes et de comptables fiscalistes, avec des consultants qui sont plus ou moins internes et externes. Ils sont également là en tant que lobbyistes, puisque ils sont aussi derrière pour essayer de faire des propositions au gouvernement français ou à l'Union européenne sur la manière dont il faudrait encadrer la crypto-monnaie. Comme on disait, si on laisse faire nos gouvernements, ils vont faire tout et n'importe quoi sans en connaître en fait la solution ni le produit. Donc je suis carrément pour que ce genre de société se place sur le marché et aide à réaliser ces nouvelles normes. Surtout que l'équipe est assez jeune, on parle d'une équipe de développeurs, donc ceux qui sont à la tête du projet, on parle d'une équipe de développeurs qui ont une trentaine d'années, qui ont une dizaine d'années d'expérience dans le développement et derrière donc sont accompagnés par des avocats et des comptables fiscalistes qui eux ont des années de bouteille derrière mais sont également suffisamment à la page sur ce qui se passe aujourd'hui avec la crypto-monnaie, avec le trading et la dématérialisation. Et ça c'est très très important d'avoir une équipe comme ça. Et sur ce site, simplement ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste connecter vos différents portefeuilles ou vos différents hébergeurs. Donc là, vous avez une petite liste non exhaustive. Tac. Voilà, un peu plus grand ici. Donc si vous utilisez par exemple, voilà, HitBTC qui est pas mal connu, Binance qui est très très connu, Coinbase que j'utilise personnellement. Qu'est-ce qu'il y en a d'autres? Just Meaning. Alors Just Meaning, je suis pas fan, mais voilà. Vous avez donc vous avez tous ces tableaux là qui sont disponibles. Ce sont tous les comptes avec lesquels vous pouvez connecter votre plateforme et la plateforme vous propose soit un bilan gratuit. Donc le bilan, ils vous le fournissent gratuitement, puis c'est à vous ensuite de mettre les chiffres.
soit vous pouvez les payer, vous pouvez payer la formule pour obtenir une fiche comptable, tout simplement qui est prête à l'envoi pour les impôts, c'est eux qui vous la font. Et leur dernière formule, donc si vous prenez la grosse formule, là c'est carrément un conseiller avec un suivi personnalisé qui va vous demander, qui va vous prendre des informations supplémentaires, qui va pouvoir vous aiguiller sur des pratiques et des manières de faire. Enfin, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas besoin d'être comptable pour faire la déclaration Bitcoin. Je vous redonne l'adresse, donc c'est waltio.co, donc le lien sera partagé sur Twitter également. Et franchement, cette initiative est juste géniale et il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle continue. Dans les dernières infos de cette semaine, alors qu'est-ce qu'on a? On a Microsoft qui tout simplement a racheté Nuance. Et donc Nuance, pourquoi est-ce que je vous parle de cette info? Peut-être que vous ne connaissez absolument pas Nuance Communication. Mais c'est une société que moi je suis depuis des années et des années, et notamment pour un de leurs logiciels en particulier, ça s'appelle Dragon Speaking ou Dragon Speaking Naturally, pour ceux qui ont connu. Et pourquoi je vous parle de cette info? Parce que je trouve très intéressant cette acquisition de la part de chez Microsoft. Alors pour une fois, c'est pas une société de jeu qui viennent racheter, ils se sont mis sur un autre tableau. Mais en revanche, je pense que c'est lié avec tout ce qu'ils font actuellement dans le monde de l'IA. Et en l'occurrence, j'ai pas retrouvé l'info. Et en l'occurrence, en fait, Cortana. Euh, donc pour ceux qui connaissent mal Dragon Naturally Speaking et sa société Nuance, ça fait vraiment une quinzaine, presque une vingtaine d'années que cette société existe. Cette société a développé un logiciel donc d'écriture vocale, du coup, donc vraiment vous parlez à votre logiciel dans un casque, dans un micro, et il va réécrire pour vous ce que vous êtes en train de dénoncer. Et ce logiciel était vraiment bluffant parce que je l'utilisais déjà en cours en 2004-2005 avec Dragon Naturally 8 à l'époque. Et d'ailleurs, pour calibrer le logiciel à cette époque, il fallait lire 90 jours autour du monde. Donc c'est l'histoire de Jules Verne. Et donc, en lisant le livre de Jules Verne, vous appreniez à votre logiciel à reconnaître votre voix et à être de plus en plus précis sur la manière de travailler. Et donc moi, comme je vous disais, j'ai connu la version 8, elle a existé auparavant encore. Et derrière, le logiciel a énormément évolué à un point où aujourd'hui les avocats utilisaient ce logiciel pour juste faire un enregistrement sur un dictaphone ou sur leur téléphone mobile. Ils déposent ça sur un doc. Le doc est connecté à Dragon Naturally. Automatiquement, tout le discours de la nana, de l'avocate ou de la comptable, tout ce qui a été enregistré dans le dictaphone est retranscrit en format texte, sans aucune préparation, sans aucune reconnaissance au préalable. Ils ont vraiment créé un monstre d'IA en termes de détection vocale. Et Microsoft qui vient de faire l'acquisition du Nuance, j'en suis très content parce que ça veut dire que Cortana, ils vont continuer à le faire évoluer. Du moins, j'espère que c'est qu'ils vont l'intégrer à Cortana et éventuellement même aux différentes plateformes qu'ils vont mettre à disposition. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec des commandes vocales dans les jeux aussi. Moi, ça me ferait délirer. C'est fini la réponse par un oui, par un non. Là, c'est carrément vous jouez à Halo sur votre Xbox. Vous avez Cortana qui vous parle. Donc Cortana, je parle pas du Cortana Microsoft. Je vous parle dans le jeu dans le jeu. Elle s'adresse à vous. Vous lui répondez par le micro. Vous lui répondez par le casque. Votre phrase est prise en compte par écrit. Et donc ce rachat, quand même, 19 milliards. Allez, on va arrondir. 20 milliards. Franchement, c'est pas pour enfiler des perles qu'ils ont acheté ça. C'est clairement pour c'est clairement pour Cortana. Et c'est clairement aussi par rapport à ce qu'ils font avec le domaine du jeu vidéo. Et donc, on pourrait voir arriver des évolutions par la suite qui peuvent être vraiment intéressantes sur ce côté-là.
Moi, je sais pas ce que vous attendez de ça, de pouvoir échanger, discuter avec des PNJ dans vos jeux vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Dites-moi un peu. D'ailleurs, on va même faire quelque chose, ça va même être un sondage qui va être sur Twitter, et on va parler de ce sondage la semaine prochaine. Je pense que ça peut être intéressant de faire un petit sondage si ça vous intéresserait de pouvoir échanger en vocal directement avec vos PNJ, ou au contraire non, est-ce que ce serait encore est-ce que ce serait une de ces barrières qu'on se met, et est-ce que ce serait une barrière qui sera difficile à faire sauter, difficile à passer? Dernière petite actu que moi j'ai à vous montrer. Donc il s'agit tout simplement du salon de l'intelligence artificielle qui va se produire donc le 16 avril, 14 et 16 avril du coup de cette année. Alors il aurait dû se produire au mois de février, mais je ne sais plus pour quelle raison. Je pense que c'est principalement à cause des passes, du pass Covid. Ils avaient suspendu du coup l'événement et ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce que c'est que ce salon? Il s'agit tout simplement du premier salon international de l'IA qui se passe à Cannes. Et on va tout simplement parler d'intelligence artificielle durant ce salon, durant cet événement. Je vais essayer de m'y rendre. Je vais voir pour m'y rendre avec quelqu'un du coup, voir si on peut vous couvrir un petit peu le salon, voir si on peut échanger avec 2-3 personnes qui sont sur place, avec des professionnels, parce que l'IA ça arrive, c'est pas pour tout de suite, je pense qu'il y a encore un peu de temps d'évolution, mais ça arrive et ça arrive quand même plutôt vite. Et derrière, donc, on a plusieurs sociétés qui doivent être présentes. On a Meta, par exemple, qui sera présent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nvidia qui est présent, il y a HP, il y a Microsoft. Enfin, on parle d'énormément d'exposants. On parle de Huawei. Donc, vraiment, toute la tech pro est là. Toute la tech pro est ici. Et les leaders mondiaux qui participent, voilà, on a Banque LCL, on a le ministre de l'Intérieur, on a Twitter, Siemens, Vodafone. On a quand même du beau monde. Donc ça, j'ai pas grand chose de plus à vous dire en fait là-dessus, si ce n'est qu'on va essayer de s'y rendre donc en date du 14 et 16 avril. Les inscriptions sont principalement pour les sociétés et les professionnels. Donc nous on y va, on va y aller là-bas en tant que professionnel d'ailleurs. Et on va essayer de récolter un petit peu les infos, de voir un petit peu ce qu'ils vont nous présenter. Je vous avoue que c'est une grande première. Pas que j'attende énormément de choses en particulier de ce salon, parce que justement, je veux voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'était pas prévu dans l'actu, mais il y a deux grosses stars virtuelles au Japon en ce moment, qui sont mis en couple d'ailleurs. Hein. Ces gens n'existent pas, mais ils sont mis en couple. Là, je vous montre une publicité Ikea. Hein. Cette personne, je vous précise, n'existe pas. Cette personne n'existe pas, je le rappelle. La fille que vous venez de voir, juste que vous mettez vraiment en tête quand je vous dis qu'elle n'existe pas, c'est que même le visage que vous venez de voir durant cette vidéo, tout ce que vous venez voir en tant que scène, éléments et autres, n'existe pas. Le visage de cette fille n'existe pas. C'est quelqu'un purement inventé. Et cette personne donc qui est purement inventée, aujourd'hui, est l'influenceuse la plus importante du Japon. C'est l'influenceuse numéro 1 du Japon. Regarde Batman, Sinok a dit avoir vu mon visage pendant 3 heures. D'ailleurs, je tiens quand même à dire, on n'a jamais vu Brissing et Robert Pattinson dans la même pièce. Moi, je trouve ça quand même extrêmement louche. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là, il est midi. Le live aura été bien plus long que d'habitude. Il y a eu bien plus de sujets que d'habitude. On a traîné bien plus longtemps aussi. Sinoc, j'en suis navré, hein, tu vas avoir un peu beaucoup de montage, un peu beaucoup de choses à faire. Bon, sur ce, en tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de liker, partagez la vidéo et le live à un maximum de monde. C'est grâce à vous
qu'on se fait connaître de plus en plus. Ça monte gentiment, le nombre de vues augmente gentiment, le nombre de personnes présentes en live augmente gentiment. Mais on va rien lâcher. On va continuer à s'améliorer, à écouter vos retours et à améliorer tout ça. En tout cas, d'ici la prochaine émission, je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis la bise tout le monde. Allez, ciao ciao.